Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman. Il neigeait comme montait une chambre, doucement, sans faire de bruit, recouvrant les bancs et les branches d'une fine poussière qui rendait le monde plus simple. Callum Reed était assis là, les épaules rentrées dans son manteau, une tasse de café refroidi posée à côté d'un paquet de biscuits à moitié ouvert. Il regardait la vapeur qui n'était plus que souvenir au-dessus de sa boisson, et il laissait les souvenirs venir, délicats et précis comme des éclats de verre polis. L'hiver, pensa-t-il, mettait les gens et les choses à la même hauteur, tout devenait fragile et beau. Il avait l'allure d'un homme qui n'attendait rien d'un banc public, costume sombre, manteau cher, montre discrète. Les passants glissaient autour de lui sans le voir vraiment. Appartenir à des quotidiens différents l'avait toujours protégé. Le succès, lorsqu'on le porte longtemps, devient un bouclier presque invisible. Ce matin-là, pourtant, le bouclier laissait passer le froid. C'était la veille de Noël. La ville préparait ses lumières comme on prépare une promesse, mais pour Callum, la promesse avait le bout du vide. Un garçon le regardait. Jaime avait peut-être 7 ans, des joues rouges et un bonnet trop grand qui faisait glisser ses cheveux en arrière. Il tenait à la main un sachet de biscuits encore chaud et, sans bruit, il s'était approché. Les enfants savent repérer les failles. Ils savent aussi que la bonté ressemble souvent à de petits cadeaux. Le garçon hésita un instant, puis posa le biscuit sur la paume de Callum. Ses doigts étaient encore tièdes. Appuyé sur le banc en face, il planta ses yeux clairs dans ceux de l'homme et prononça la phrase d'une certitude immorale. « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman. » Callum, surpris d'abord par la formulation, se demanda quel monde avait forgé cette générosité pragmatique. Emprunter une maman? L'idée portait la naïveté et la logique d'un enfant qui n'avait pas encore appris que les adultes compliquent les choses. Il rit, un petit son sans joie, et renvoya le biscuit à Jaime, comme pour tester si l'offrande était réelle. Jaime secoua la tête et insista. « Non, gardez-le, ma maman dit qu'il faut partager quand on a du trop. » La mère de Jaime n'était pas loin. Elise Grant arriva d'un pas rapide, la mâchoire serrée, un manteau usé mais propre autour d'une silhouette qui trahissait la fatigue et la tendresse. Elle dit bonjour d'une voix qui contenait une excuse. Sa main pressa la manche de Jaime, elle échangea un regard rapide avec Callum, poli et mesuré, comme si on se retrouvait sur un terrain précis, celui de la solidarité minimale. Pourtant, quelque chose dans la façon dont elle attachait le bonnet de son fils semblait familier. Callum chercha dans sa mémoire une image d'enfance, une caravane de visages anonymes, beaucoup étaient flous, mais l'odeur du chocolat chaud restait. Le petit groupe se leva presque en même temps, poussé par la nécessité d'échapper au froid. Élise proposa un café dans un petit salon de thé qui gardait la chaleur comme on garde un feu dans une cave. L'endroit était modeste. Tasse épaisse, nappe tachée, un sapin microscopique orné de boutons de papier. Jem traîna une chaise, la déposa face à Callum et planta un regard curieux sur son nouvel interlocuteur. Callum observa la façon dont le garçon tenait sa tasse, les 2 mains autour du mug, comme si la chaleur venait plus de l'intérieur que de l'extérieur. Ils parlèrent peu. Les mots semblaient superflus entre 3 personnes qui tissaient un accord silencieux. La ville rendait des cadeaux d'un soir. Callum écouta Élise raconter son projet. Une petite troupe de théâtre pour enfants, un atelier pour les aider à raconter leurs histoires et à retrouver la voix. Elle parlait de décors fabriqués avec des chutes de tissu, de costumes cousus à la main, de chansons apprises dans des rues sans lumière. Elle parlait sans se vendre. À la place des récits d'enfants, elle tenait des faits, rencontres, répétitions, l'amour discret que l'on met à réparer un petit monde. Callum sentit sa respiration se caler sur son rythme. Ici, la dépense n'était pas une performance, c'était une nécessité. Jem, en face, regardait Callum avec une attention qui n'était pas de la curiosité, mais de la comptabilité. Il apposait mentalement un verdict. À un moment, il posa sa tête sur la table, les coudes s'appuyant sur le bois, et confia qu'il aimait beaucoup faire la cuisine avec sa maman. Il parlait de biscuits en forme d'étoile, et Callum eut l'image d'une petite main barbouillée de farine, roulant une boule de pâte. Une image simple qui poussait les murs du passé d'un homme comme une plante pousse entre les pavés. À la fin de la conversation, Jem sortit un dessin froissé et le glissa sur la table devant Callum.
C'était un trait vif et sincère. Un banc, un arbre, 3 silhouettes sous la neige. L'une des silhouettes tenait une tasse et le soleil, ou peut-être une grande ampoule, rayonnait au-dessus d'elle. Au bas, en coups de crayon hésitants, on pouvait lire « Quand on a froid, on peut partager la lumière ». Callum posa sa main au-dessus du dessin. Il sentit la chaleur des traits comme une main posée sur son cœur. Il sentit son visage se détendre en un mouvement presque involontaire. Un filet de sel ancien, oublié, monta à ses yeux. Il n'avait pas prévu d'être aussi ému par si peu. Jem, comme s'il devinait, leva la tête et, sérieux, lui dit « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman ». Il fallut un instant à Callum pour reprendre la contenance. Il remercia la famille, offrit d'acheter un autre paquet de biscuits et se leva en faisant la promesse muette de revenir. Sur le pas de la porte, Élise lui adressa un regard qui contenait une invitation et une prudence en même temps. « Si vous voulez, vous pouvez venir voir notre répétition un jour, dit-elle. Les enfants aiment quand quelqu'un d'extérieur regarde. Ça les aide à croire qu'ils existent. » Callum acquiesça. Il ne savait pas encore pourquoi il acceptait l'invitation. Il n'avait pas l'habitude de dire oui à des choses qui sortaient du circuit clair du travail. Pourtant, ce petit après-midi avait ouvert une porte que Callum avait longtemps laissée fermée, la porte vers un espace où l'on mesure les choses autrement que par des bilans et des graphiques. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir la suite. Après le café, ils se séparèrent sous la neige qui, pour l'instant, tombait sans importance. Callum retourna à son appartement, un étage élevé du centre-ville, où la vue s'étalait sur des toits grisonnants et des lumières de bureaux clignotantes comme de minuscules phares. Il posa le dessin de James sur sa table basse. Dehors, la ville continuait, indifférente et bruyante. Dedans, le silence se réinstallait avec l'épaisseur d'une couverture. Il ne pensa pas beaucoup aux détails pratiques de la rencontre. Pourtant, quelque chose d'invisible avait commencé à travailler en lui. Les souvenirs d'enfance ne sont jamais des scènes complètes. Ils sont des morceaux de film qui se passent en boucle, des répliques qui reviennent avec une saveur, un nom, une odeur, un mot. Ce soir-là, en ouvrant un tiroir pour prendre un carnet, il heurta une vieille carte d'un foyer d'accueil. Pliée, le coin marqué d'une trace de café. Il la reconnut sans vraiment savoir comment. Les dates étaient là, à l'encre fanée. Une partie de sa vie qu'il avait soigneusement rangée en dossier s'offrit à nouveau à lui, plus prompte à exister que la plupart des relations adultes. Il pensa à Élise, à son projet, à Jaime et au dessin. Il pensa au mot « emprunter » qui sonnait encore dans sa tête. Emprunter, vraiment? Les milieux qu'il fréquentait parlaient souvent de donner, de sponsoriser, de soutenir. L'idée d'emprunter parlait d'une économie différente, celle qui ne voulait pas que les dettes deviennent des prisons, mais que les dettes deviennent des promesses temporaires. Emprunter une mère signifiait dans la bouche d'un enfant mettre en circulation la tendresse comme on prête un parapluie. Les jours suivants, Callum se rendit à la petite salle de répétition. Il s'installa dans un coin et observa. Les décors étaient des trésors de récupération, des bouts de carton peint, des guirlandes ramassées à la déchetterie, des costumes mis bout à bout. Les enfants bondissaient, s'essayaient à la parole, riaient, se trompaient et recommençaient. Élise dirigeait avec une autorité douce, elle corrigeait, elle applaudissait, elle laissait les silences être entendus. Callum regarda les répétitions et quelque chose en lui qui avait été fatigué commença à apprendre. Il n'exhibait pas sa présence. Parfois, il intervenait pour régler un détail pratique, une réparation, un don de tissu, un contact. Sa richesse exerçait son influence discrètement, comme on glisse un billet sans fanfare. Il n'était pas là pour être le héros. Il n'aimait pas l'idée d'entrer dans une maison en tant que sauveur. Mais plus il venait, plus il se sentait impliqué. Les petites mains s'approchaient de lui, demandaient parfois comment fonctionnait son téléphone ou ce qu'il faisait. Il évitait les réponses détaillées et offrait des sourires. Un soir, Jaime vint s'asseoir à côté de lui et posa sa tête sur son épaule en regardant le spectacle. Ce geste, léger et sans calcul, le toucha d'une manière excessive et douce. Un samedi, en aidant à ranger quelques cartons d'archives de la salle communautaire, de vieux flyers, des feuilles de présence, une boîte à chaussures pleine de photographies, Élise ouvrit un dossier qu'elle n'avait pas consulté depuis des années. Les photos étaient jaunies, une note dactylographiée, une attestation d'accueil. Le nom inscrit sur le bord d'une fiche fit frissonner Élise quand elle l'entendit à voix haute. Reed, C. Accueilli, 1996-1998. Elle sentit le monde tourner un peu.
Les années, la distance, tout à coup se rejoignaient dans cette feuille légère. Élise n'osa pas dire tout de suite. Elle montra la fiche à Calum comme on montre une blessure soignée qui peine à cicatriser. Calum, qui avait toujours cru son passé rangé dans des tiroirs bien fermés, reconnut le nom. Ses doigts devinrent plus lents, et une mémoire plus ancienne, une nourrice qui ramassait de la vaisselle, la lumière d'une cuisine trop petite, revenait avec la même précision coupante qu'une lettre d'autrefois. Les dates correspondaient à la période où il avait été enfant placé. Un silence s'installa entre eux, qui était à la fois reconnaissance et peur. Il n'y avait pas de révélation spectaculaire. Les choses amortissaient l'impact par petites vagues. Élise prit la main de Jaime, et Jaime, sans vraiment comprendre la portée de ce qu'il venait d'entendre, dit qu'il avait trouvé le banc où on pouvait partager la lumière. Calum sourit, mais ce sourire contenait quelque chose de neuf, la possibilité d'un ancrage. Pour la première fois depuis longtemps, il accepta qu'une partie de son histoire n'était pas revenue pour le punir, mais pour se relier. La rumeur arriva comme tout se propage désormais, par un écran et une impatience collective. Un blogueur anonyme publia un article accusant Élise de plagiat. Le texte, froid et calculé, prétendait que la pièce qu'elle présentait n'était pas originale et qu'elle aurait repris des idées sans citation. Les mots n'étaient pas seulement des mots, ils frappaient l'économie fragile sur laquelle reposait le projet d'Élise. Un sponsor hésita. Un message officiel demanda des clarifications. Des commentaires vinrent, d'abord tièdes, puis plus acides. Les personnes qui n'avaient jamais rencontré Élise se mirent à juger comme si l'acte de juger effaçait la nécessité d'entendre. Élise lut l'article dans la salle de répétition, son regard accrochant chaque phrase comme on capte des clous rouillés. Calum était là, et il ressentit l'effet de la rumeur comme un froid nouveau. Il savait, par instinct de dirigeant, comment les choses pouvaient s'effondrer. Une phrase bien placée, un doute et l'argent qui se retire. Il pensa aux enfants, aux costumes en papier, à la fragile dignité d'un projet communautaire qui dépendait d'âmes généreuses et de petites subventions. Il prit une décision qui n'était pas théâtrale, mais précise. Il entra en contact avec un membre discret de son équipe, une avocate qui, autrefois, avait eu à vérifier des faits et des dates pour sa fondation. Il demanda simplement « vérifier ». Pas pour faire un coup médiatique, mais pour mettre de l'ordre. Il savait que l'argent ne rendrait pas la vérité, mais la vérité aurait besoin d'être présentée avec clarté. Élise, surprise et confuse, accepta l'aide comme on accepte une couverture quand la pluie devient insistante. Pendant que les adultes aiguillaient les lignes juridiques et les courriels, Jaime, lui, vivait ses épreuves à petite échelle. À l'école, quelques enfants avaient commencé à se moquer de ses vêtements, de la taille de son bonnet. Les moqueries, au début feintes, prirent la forme d'une lâcheté contagieuse. On s'autorise à frapper là où l'autre est visible. Jaime se renfermait et ses silences étaient de petites pierres qu'il gardait dans ses poches. Une matinée, après une récréation et des échanges qui avaient été plus grinçants que d'habitude, Jaime ne rentra pas à l'heure prévue. L'enseignant appela, d'abord calmement, puis avec un ton plus pressé. La maison retint son souffle. Élise fit le tour des rues alentours. Calum, alerté par un message, joignit ses efforts. On fouilla les parcs, les ruelles, on interrogea des voisins. La neige bruissait sous les pas, avalant les voies. Pendant ces heures, la ville qui avait paru lointaine se fit intime et dangereuse. Le téléphone de Calum vibra. Un numéro inconnu, un message bref. Vu près du vieux pont. Mais personne ne savait combien de temps Jaime avait marché, ni si quelqu'un l'avait retenu. Calum, qui savait commander des armées de conseillers pour sauver des entreprises, sentit l'incapacité de l'adulte face à l'urgence d'un petit homme disparu pendant une récréation. Il sentit l'absurdité de son pouvoir, capable de déplacer des capitaux, incapable de ramener un garçon qui aimait les biscuits en forme d'étoile. Il prit une décision qui n'avait pas de couverture juridique, il alla au banc. Le banc où ils s'étaient rencontrés. Le banc où Jaime avait prêté sa maman sans le savoir. Il s'assit et repensa aux traits du dessin. Il attendit en regardant la neige tomber. Il attendit et, dans l'attente, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il se permit d'espérer que le monde serait clément. Pendant ce temps, une poignée d'amis de la communauté se mobilisa. Les chants et les rumeurs de soupçons qui avaient suivi l'article déclinèrent devant une urgence tangible.
On cherchait le garçon avec un mélange de panique et d'efficacité locale. Des lampes torches, des appels à la police, la compassion brute des voisins. Les heures s'étiraient. Élise Apeuet répondait aux messages qu'on lui envoyait, essayait de tenir le fil de la journée comme on tient un vêtement fragile. Calom aperçut, près du banc, des empreintes fraîches qui s'éloignaient vers le parc, des marques de pas d'enfants, petites et pressées. Elles étaient interrompues parfois par des traces de glissade, comme si la marche avait connu des légers heurts. Il suivit la piste en silence, les doigts serrés, le cœur tambourinant une chorégraphie étrange. Le froid mordait sous ses gants et il se rendit compte d'un détail qu'il n'avait jamais pensé observer. L'odeur d'un chocolat chaud renversé, des miettes de biscuits écrasés, une trace de cola sur le banc qui donnait au lieu l'aspect d'une scène privée. Il voulait à la fois crier et ne rien dire pour garder la fragilité de ce qui restait. À un moment, il trouva une page froissée coincée sous une pierre, un dessin d'enfant, le même style que celui que James lui avait offert, mais différent. Un chemin entre deux lampadaires, un point noir sur le bord qui ressemblait à une silhouette. En marge, un mot griffonné, peut-être par James, lumière. Calom la prit comme une balise. Le monde se concentra sur ce mot. Il le répétait dans sa tête comme un mantra pour repousser la peur. La nuit tombait. Les recherches continuaient et la rumeur autour d'Élise changea de ton. L'accusation de plagiat qui avait fait vaciller des sponsors passa au second plan. Les gens comprirent soudain que les personnes qu'ils avaient jugées rapidement avaient des vies qui s'entremêlaient. La solidarité publique, pourtant timide, commença à reprendre forme. Des messages d'encouragement affluèrent, simples, sans grande construction, comme des bras tendus. Calom, épuisé et encore sous adrénaline, rentra chez lui après plusieurs heures à arpenter les rues. Il pensa à ce qu'il avait promis mentalement, revenir, aider, répondre. Il sentit que quelque chose dans sa façon d'être changeait. Il n'avait pas de grands discours ni de plans immédiats. Ce qu'il avait eu était plus concret. Un dessin, une fiche, la main d'un garçon sur sa manche. Ce qu'il avait ressenti était plus précis encore, la certitude qu'il ne voulait plus être un homme qui passe sans laisser d'ancrage. Sur la table, le dessin de James le regardait, comme une petite histoire qu'on n'avait pas fini de lire. Calom le prit doucement et, sans s'en rendre compte, chuchota la phrase que le garçon lui avait dite sur le banc. « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman. » La phrase roula contre ses lèvres. Elle ne fut pas une solution, elle fut un écho qui rappela à Calom que certaines offres d'aide ne demandaient pas d'équivalence immédiate. On pouvait accepter sans rendre tout de suite, on pouvait rester. La nuit entra plus dense, mais elle n'était pas vide. Quelque chose dans l'air avait changé de nature, comme si une lumière diffusée avait été prêtée à l'ensemble. Calom posa le dessin sous une lampe, et la petite image sembla reprendre des couleurs. Il resta un long moment à regarder cet éclat. La ville, au dehors, continuait ses mouvements indifférents. À l'intérieur se tissaient des fils qui relieraient des vies. Il n'alla pas se coucher immédiatement. Il composa des numéros, envoya des messages, écrivit des mails concis mais résolus. Il demanda à ses équipes de collecte d'informations. Il contacta une journaliste qu'il connaissait et lui demanda de mettre en pause tout sensationnalisme. Avant de refermer son ordinateur, un dernier message apparut sur son téléphone. Une photo floue d'un parc, la nuit, un point de lumière au loin. Élise avait envoyé la photo. Il cherche près du vieux pont. En dessous, 3 points de suspension. Calom sentit sa respiration se faire courte. Il saisit son manteau et prit la route. Il n'y avait plus de place pour les stratégies lentes, il fallait marcher. Il savait marcher vite. Alors qu'il sortait, il prit le dessin et le glissa dans sa poche. Il sentit le papier contre ses doigts et garda cette chaleur. Il prit le chemin détourné, évitant les grandes avenues éclairées, préférant les ruelles qui menaient au vieux pont. Les pas étaient rapides, leurs échos mêlés à la neige qui crissait. En approchant, il vit les silhouettes des voisins, des bénévoles, des lampadaires qui jetaient des halos jaunes comme autant de lucioles. Le pont avait l'air plus grand en hiver. Calom descendit les marches et, au bas, un groupe se tenait silencieux, rassemblé autour d'une petite forme recroquevillée. Son cœur s'arrêta un instant, puis se remit. Jam se tenait là, serré dans une couverture, les yeux grands ouverts, l'expression d'un enfant qui a connu la peur mais qui n'a pas encore appris à la donner aux autres. Élise était là, pliée sur lui, tremblante, remerciant les gens d'une voix qui craquait. Calom avança sans bruit, et quand il fut à côté d'Élise, le garçon leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Calom, et il sourit. C'était un sourire qui rendait le monde simple à nouveau.
Sans un mot, Jam tendit la main et glissa quelque chose dans la paume de Calum. Un petit sapelin, une brindille, avec 3 feuilles, sa racine encore enveloppée dans un mouchoir. « Pour que la lumière reste », murmura-t-il. Calum prit la brindille comme on prend une promesse. Elle était minuscule, et pourtant, il sentit son poids comme s'il tenait un monde. Il regarda Élise, qui pleurait doucement, non plus de peur, mais de soulagement. Les voisins se dispersèrent, laissant derrière eux une atmosphère étrange d'apaisement. Il n'y avait pas eu d'explosion publique, pas de reconnaissance massive. L'alerte avait suffi à rassembler des gens ordinaires. Les sponsors, qui hésitaient, n'avaient pas encore pris de décision. L'article anonyme flottait toujours sur les écrans, mais sa morsure paraissait moins affamée. Dans la nuit qui suivit, Calum resta un moment à regarder Jaime qui serrait la brindille. La petite chose semblait faible contre l'immensité enneigée, mais elle tenait. C'était suffisant. Avant de partir, Jaime leva la tête et dit une dernière fois, d'une voix qui contenait une sagesse sans âge, « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman. » Cette phrase, répétée, n'était plus une offre étrange, mais un fil tendu entre eux. Calum la garda comme un objet qu'on n'explique pas, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'allait pas repartir seul. Le matin qui suivit la nuit au pont fut léger comme un secret révélé. Les visages dans la salle communautaire portaient encore les traces d'une veille active. Cernes, mèches en bataille, café froid oublié sur des tables. On parlait à voix basse, comme pour ne pas réveiller la fatigue des enfants. Élise serrait encore la couverture autour de Jaime, comme si la chaleur du tissu pouvait prolonger la protection. Calum entra sans bruit, le dessin dans la poche, la brindille soigneusement enveloppée. Il trouva Élise penchée sur une pile de courriels, chaque message une petite lame, mais elle tenait bon. La machine des réseaux, qui avait d'abord sifflé et craché des accusations, se calmait sous l'effet d'une autre pression moins spectaculaire, mais plus tenace. Des preuves, des dates, des voix. Calum avait demandé à son équipe de réunir des éléments de chronologie, photos de répétition aura datées, fichiers audio, courriels qui montraient l'évolution du projet sur plusieurs saisons. Rien de théâtral, rien d'irréel, des traces de travail, des témoins prêts à raconter ce qu'ils avaient vu. Une journaliste que Calum connaissait écrivit un texte posé, qui n'était pas une défense offensante, mais une mise en contexte. Elle montra la vie ordinaire d'un atelier qui tenait par la volonté de quelques personnes et par l'effort patient des enfants. Son article expliquait la réalité sans hausser le ton. Il rappelait que la création n'appartient pas à une exclusivité morale, qu'elle dépasse les certificats et les étiquettes quand elle est portée par une communauté. Les sponsors qui avaient reculé commencèrent à envoyer des messages hésitants. On leur remit des éléments, on les invita à venir voir une répétition. Aucun transfert n'arriva comme par enchantement. Il fallut des conversations, des garanties simples et un calendrier réaliste. Calum n'offrit pas d'enveloppe anonyme. Il proposa de couvrir quelques coûts à court terme, d'acheter des tissus, des lampes, des biscuits pour les coulisses. Sa contribution resta discrète. Pour lui, l'enjeu n'était pas l'applaudissement public, mais la stabilité qui permettrait à la troupe de respirer. Malgré tout, la blessure avait laissé des marques. Jem rentrait parfois à la maison muet, comme si un mot avait été arraché de sa bouche. L'école organisait un atelier sur le respect, mais la dignité ne se réapprend pas en un après-midi. Élise supporta des nuits courtes, multipliant appels et rendez-vous, veillant à ce que la paperasse n'étouffe pas la poésie du théâtre. Calum passa de longues heures à trier documents, à téléphoner, à demander des attestations. Son monde de chiffres et de tableaux s'était transformé en un réseau de visages et d'informations humbles. Il se surprit à aimer ce travail de fourmi. La date officielle de la représentation arriva avec une douceur cérémonielle. Le petit local était plein à ras-bord. Parents, voisins, quelques journalistes, des gens de la municipalité et, curieusement, quelques abonnés du blog qui avaient semé la controverse. Beaucoup de chaises avaient été prêtées. Des guirlandes bricolées tremblaient légèrement à la lueur des ampoules. L'odeur du cacao circulait, entremêlée à celle des rubans et des costumes. Jem, qui avait d'abord hésité à remonter sur scène, portait un gilet qu'Élise avait rapiécé. Il avait l'air d'un petit officier de la lumière. Avant que le spectacle commence, il y eut l'ordinaire des coulisses. Mains qui nouent des lacets, doigts qui cherchent une mèche de cheveux rebelles, chuchotements entre amis. Calum resta en retrait. Il avait refusé la loge d'honneur. Il voulait être un spectateur anonyme, là pour l'œuvre plus que pour l'œuvre. Pourtant, quand les lumières se tamisèrent et que le public se fit silence, il sentit une tension qu'aucune réunion d'affaires n'avait jamais provoquée.
La pièce elle-même n'était pas un chef-d'œuvre académique. C'était une chose humble, faite de petites scènes qui s'enchaînaient comme des promesses. On y voyait un enfant qui cherchait son banc, une femme qui réparait des costumes, un village de carton qui survivait grâce à la chaleur des autres. Les décors bougeaient à vue, et parfois une chaise faisait l'office d'une barque, parfois un chapeau devenait un toit. Les enfants trébuchaient, se reprenaient, inventaient des gestes. Les chansons étaient naïves et parfaitement imparfaites. Puis vint la scène qu'Élise avait gardée pour le milieu du spectacle, celle qui parlait de la nuit et de la lumière. Un petit personnage, tenu par Jem, avançait au milieu d'un cercle d'ombre. Il parlait d'un noir qui remplissait le monde et d'une peur qui pouvait devenir une maison si on la laissait entrer. Ensuite, d'une voix claire et sans grand effet, Jem prononça la phrase qui avait tout déclenché, mais transformée par la fiction en une vérité plus vaste. Quand tu es dans le noir, tu peux emprunter la lumière de quelqu'un jusqu'à ce que la tienne brille à nouveau. Les mots sortirent simples, sans pathos. Ils flottèrent dans l'air. La salle se tut. Ce silence n'était ni étonné ni choqué. Il était, au contraire, recueilli, comme la reconnaissance d'une évidence qu'on refusait souvent d'admettre. On ne guérit pas tout seul. On reçoit, on prête. On accepte l'aide comme on accepte un manteau trop grand, en sachant qu'on devra peut-être le rendre, mais qu'en attendant, il tient chaud. Quelqu'un applaudit, puis un autre, puis la salle tout entière. Les mains frappèrent avec cette force collective qui dit moins la performance que le partage. Dans l'audience, le visage de Callum se défit enfin d'une partie de son armure. Il sentit le dessin de Jaime dans sa poche, la brindille encore tiède malgré la nuit, et la certitude s'installa. Il n'irait plus. Après la représentation, les applaudissements se prolongèrent dans les couloirs, transformés en conversations précieuses. Un homme du public, qui s'était gardé de s'exprimer pendant la rumeur, vint parler à Élise en lui serrant la main. « Votre pièce m'a rappelé ma mère, dit-il. Merci de me l'avoir rendue. » Ces petites reconnaissances se cumulèrent comme des pierres posées pour consolider un mur vacillant. Le blog, qui avait d'abord lancé la controverse, vit ses commentaires se densifier de voix contraires. Le journaliste ami de Callum publia une suite où il relatait non pas tant l'innocence d'Élise que la complexité d'une pratique collective. Le ton changea. Les attaques sèches furent remplacées par des questions posées avec respect. Quelque part, le récit prévu par l'anonymat fut empêché par la présence des enfants sur scène, des voisins au pont, d'hommes et de femmes prêts à témoigner. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, c'était une mise en lumière progressive, une reconnaissance patiente. La vraie décision, cependant, se joua loin du public. Après le dernier salut, quand le décor retomba et que la salle se vida en murmures, Callum resta dans l'ombre des loges. Il trouva Élise à la cuisine improvisée de la salle, essuyant une tasse, son visage encore humide. Jaime était déjà parti, attiré par des amis qui célébraient en mangeant des biscuits d'étoiles. Les miroirs de la pièce renvoyaient une version affaiblie d'eux-mêmes. Il s'approcha sans cérémonie. « Tu as bien fait », dit-il simplement. Élise leva les yeux. La phrase ne sonnait pas comme la reconnaissance d'un sauveur. Elle portait la couleur de quelqu'un qui avait vu, qui avait patienté et qui maintenant acceptait. « Nous l'avons fait ensemble », corrigea-t-elle, et il y avait dans sa voix la fatigue et la fierté. Ils restèrent un instant sans plus de mots. Callum sortit de sa poche le dessin et la brindille. Élise prit le papier comme on reçoit quelque chose qui a une histoire. Elle lut le trait, sentit le graphite sous la pulpe des doigts. Puis elle prit la brindille et l'examina doucement, approchant la racine comme on approcherait un secret. « Merci », murmura-t-elle. Callum ne répondit pas par de grandes déclarations. Il posa sa main sur celle d'Élise, un geste simple, qui n'agissait pas comme un contrat, mais comme un ancrage. Le contact ne cherchait pas à réparer le passé, il proposait une patience pour l'avenir. Élise resserra sa propre main autour de la sienne, pas par nécessité, mais par accord. Les jours suivants furent un lent retissage. Les réunions avec des représentants de la municipalité permirent d'obtenir une salle plus grande pour les prochaines sessions. Un petit sponsor local accepta de financer les collations de l'année, simplement parce qu'il avait vu les enfants rire sur scène. Les démarches juridiques, menées avec calme, dissipèrent l'essentiel des soupçons. Il n'y eut pas de procès spectaculaire, mais des clarifications publiques et des excuses mesurées d'un commentaire mal étayé. L'important n'était pas l'événement judiciaire, mais la réparation des liens. Jaime recommença à aller à l'école avec des marques moins lourdes. Parfois, il revenait à la maison en prononçant de grands mots qu'il avait entendus au théâtre. Lumière, partager, prêt.
Il s'entraînait à tendre sa main plus souvent, comme si la pratique pouvait transformer son cœur. Un mercredi, il revint à la salle avec un nouveau dessin. Cette fois, le banc était plus petit, les personnages plus proches et l'ampoule au-dessus d'eux rayonnait davantage. Au bas, en lettres maladroites, il avait écrit « On peut rester ». Le geste de rester prit différentes formes. Pour Kalum, cela se manifesta par des présences régulières plutôt que par des actions spectaculaires. Il venait parfois apporter des fournitures, parfois pour écouter, parfois pour offrir un silence qui n'était pas vide. Il acceptait des invitations à des réunions qui n'étaient pas forcément utiles, mais qui faisaient exister la troupe devant d'autres pairs. Il avait appris à trouver le sens dans les rendez-vous sans agenda, dans les cafés partagés, dans le fait de rattraper une chaise tombée. Un soir, quelques semaines après la représentation, ils retournèrent au banc. Ce retour n'était pas solennel. La neige avait fondu en traces humides et le banc paraissait plus usé, plus réel. James portait sa brindille, désormais plantée dans un petit pot recyclé. Élise avait acheté du cacao et des biscuits, mais la dépense ne changeait rien à la signification. La simplicité demeurait le langage. Ils s'assirent côte à côte. Kalum plaça le dessin sur ses genoux. La scène rappelait l'instant initial, mais elle avait une densité différente. Ce n'était plus une rencontre isolée, c'était la continuité d'un lien. Les passants les regardaient peut-être, mais rien dans leur regard n'était sensationnel. Le geste de rester prit différentes formes. Pour Kalum, cela se manifesta par des présences régulières plutôt que par des actions spectaculaires. Il venait parfois apporter des fournitures, parfois pour écouter, parfois pour offrir un silence qui n'était pas vide. Il acceptait des invitations à des réunions qui n'étaient pas forcément utiles, mais qui faisaient exister la troupe devant d'autres pairs. Il avait appris à trouver le sens dans les rendez-vous sans agenda, dans les cafés partagés, dans le fait de rattraper une chaise tombée. Un soir, quelques semaines après la représentation, ils retournèrent au banc. Ce retour n'était pas solennel. La neige avait fondu en traces humides et le banc paraissait plus usé, plus réel. James portait sa brindille, désormais plantée dans un petit pot recyclé. Élise avait acheté du cacao et des biscuits, mais la dépense ne changeait rien à la signification. La simplicité demeurait le langage. Ils s'assirent côte à côte. Kalum plaça le dessin sur ses genoux. La scène rappelait l'instant initial, mais elle avait une densité différente. Ce n'était plus une rencontre isolée, c'était la continuité d'un lien. Les passants les regardaient peut-être, mais rien dans leur regard n'était sensationnel. Ils partageaient un moment commun. James prit la main de Kalum et la serra comme on prend une promesse. Puis il sortit un petit paquet plié dans du papier brun. « Pour que la lumière reste, dit-il, d'une voix qui avait le sérieux d'une délibération. » Il tendit le paquet à Kalum. À l'intérieur, il y avait une petite plante plus robuste que la brindille, une jeune pousse qui avait grandi un peu grâce à une attention régulière. « Tiens, dit Kalum, merci. » Il chercha des mots plus beaux et s'arrêta. Les mots qu'il avait en réserve, décideur, stratégie, tableau de bord, n'allaient pas ici. Il posa la main sur la petite pousse, sentit la terre fraîche s'affaisser sous ses doigts, et ce contact le fit sourire autrement que par calcul. Élise, qui observait la scène, laissa tomber un souffle. À ses yeux, la suite n'avait pas besoin d'être dite. Elle regarda Kalum et leur regard échappa à la politesse pour entrer dans une intimité sans bruit. Kalum serra la main d'Élise avec la résolution d'une habitude nouvelle. Le geste n'était pas un acte public, mais un engagement ténu, presque sans témoin. James battit des mains, content d'avoir contribué. La phrase du garçon, qui avait été la première étincelle, revint sous une forme différente. James leva la tête et, avec la certitude que lui seul possédait, dit « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman. » La phrase, répétée, ne sonnait plus comme une boutade d'enfant. Elle devenait l'empreinte d'une relation qui se créait. Les mots portaient désormais la mémoire de ce qui avait été fait et la promesse de ce qui serait, un prêt devenu choix. Kalum sentit quelque chose se délier en lui. Il n'annonça un changement avec aucune fanfare. Il adapta ses habitudes. Il répondait aux messages d'Élise le soir, vint parfois chercher James à la sortie, acheta une ampoule plus chaleureuse pour la salle de répétition. Des gestes minuscules, constants, qui peu à peu construisaient une confiance. Il sut qu'il n'effacerait pas son passé, mais il pouvait participer à un présent partagé. Les mois passèrent avec la douceur de l'habitude. La troupe grandit un peu, non pas en nombre, mais en profondeur.
Les enfants apprirent à se tenir sur scène, non pas pour plaire au monde, mais pour habiter leur voix. Un après-midi de printemps, la municipalité proposa d'afficher la pièce dans une salle plus grande pour une représentation spéciale destinée aux partenaires locaux. Élise hésita un instant. La lumière arrivait jusqu'au bord de leur petit cercle. Callum l'encouragea, non pas pour la gloire, mais parce que la visibilité permettait de sécuriser des lieux et des respirations pour l'année à venir. Le soir de cette représentation, le théâtre municipal brillait à la lumière de projecteurs. La troupe entra avec la même simplicité. James, maintenant plus sûr, prononça sa ligne avec une clarté qui surprit ceux qui l'avaient entendu la première fois comme une curiosité. La salle réagit autrement. Des yeux brillants, des mains qui s'ouvrent. Dans l'audience, un visage que l'on n'attendait pas apparut, le blogueur anonyme. Il était là, assis entre des gens qu'il connaissait peu, et il regardait. En sortant, cet homme aborda Élise avec des mots perdus, sans l'artifice de l'écran. Il lui dit qu'il avait mal jugé, qu'il avait manqué la chair des choses. Il ne fit pas d'excuses publiques grandiloquentes. Il expliqua que l'écriture en ligne a des élans mal maîtrisés. Son aveu fut modeste, mais vrai. Élise l'entendit, et leurs échanges ne furent pas faits pour être mis en ligne, mais pour être vécus. C'était là, encore une fois, l'idée que la réparation se fait plus souvent par des conversations qu'à grands coups d'annonce. La vie reprit son rythme, moins orageux. Callum trouva des habitudes qu'il n'avait plus connues. Des dimanches où il aidait à réparer un décor, des samedis où il attendait le retour des enfants à la sortie, des soirées où il lisait un texte maladroit à voix haute pour les faire rire. Sa réussite professionnelle resta, bien sûr, il n'avait pas abandonné ses responsabilités. Mais elles ne furent plus l'horizon unique. Une part de sa vie se déroulait désormais à côté, dans un espace de petites coutures et d'éclats partagés. Un soir d'automne, ils revinrent d'encore au banc, comme on revient là où l'on a pris un premier fil. La lumière était plus douce, moins frontale, et le vent portait les odeurs de feuilles humides. Jem posa son dessin sur la table. Un banc, un arbre, 3 silhouettes, une ampoule très grande. Sous la signature et les traits encore maladroits, une phrase en lettres plus assurée. « On reste ». Callum prit la main d'Élise. Il n'annonça rien au monde, mais il fit un geste visible pour ceux qui savaient lire les petites choses. Il la serra, ne la lâcha pas. Jem, satisfait, sortit un cookie et le tendit à son invité. Les trois partagèrent la pâtisserie, la chaleur du cacao, le silence qui ne pèse pas mais soutient. La phrase que Jem avait lancée ce jour-là sur ce banc recouvert de neige avait mûri. Elle demeurait la même et pourtant elle portait désormais d'autres couleurs. « Ne pleurez pas, monsieur, vous pouvez emprunter ma maman ». Les mots n'étaient plus une offre fragile, mais un fil qui avait pris sens. Callum songea, sans grand spectacle, qu'aucune dette ne demandait remboursement immédiat. Il réalisa qu'on pouvait accepter l'aide et aller à son rythme pour la rendre, ou ne jamais la rendre, mais qu'entre-temps, on avait vécu la chaleur. Ils restèrent un long moment, assis côte à côte, la main d'Élise dans la sienne, le dessin posé entre eux. Aucun d'eux n'avait besoin d'une phrase finale. La présence suffisait. Puis Jem se leva, fit un petit salut théâtral et courut vers la troupe qui répétait à côté, heureux de retrouver sa place. Élise le regarda partir et, sans dramatiser, souffla « Merci ». Callum regarda la scène un instant. Il n'avait pas fait de promesses bruyantes, il avait offert sa présence. Cela, il comprit, suffisait pour commencer. Il resta. Il resta parce qu'il avait appris qu'on peut prêter et recevoir la lumière, et que souvent, la seule vraie manière d'honorer un prêt est de rester pour la faire pousser. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui croit que les petites choses peuvent changer une vie.